Bonsoir fidèles auditeurs et auditrices de la radio Horizon La Voix du Zion. Dans ce journal, nous allons parler de la délégation à l'organisation du secteur informel d'OSI. Nous allons également parler des actions de vulgarisation de la lecture par la bibliothèque allemande et de la conférence organisée par l'université privée UPM à l'endroit des lycéens de Tchéviers. Radio Horizon Tchéviers sur 101.1. Le développement des titres. Le secteur informel est l'un des piliers de l'économie togolaise, d'où les efforts du gouvernement togolais pour encourager les acteurs de ce secteur. Nyonfam Manning Moïse est le chef régional maritime de la délégation à l'organisation du secteur informel d'OSI. Il nous parle de la relation entre son organisation et les artisans. Dans cette vision d'organiser le secteur informel, nous avons essayé de regrouper des activités qui se regroupent ou qui se retrouvent un peu dans une certaine mesure. C'est pour cela que nous avons créé des mutuelles. Et l'une des mutuelles justement qui s'occupe des artisans est la MUCAT Togo, qui est donc la mutuelle des artisans et des commerçants du Togo. Et c'est dans cette optique que nous pensons pouvoir être plus efficaces et plus à même d'aider nos frères et sœurs qui sont donc artisans. Nous avons commencé les ouvertures au niveau national, ça a commencé en début décembre. Mais au niveau régional, nous l'avons commencé vers la fin du mois de décembre. Et actuellement, nous sommes en train d'enregistrer les adhésions. Sauf que nous ne voulons pas aller vers les gens de manière agressive, en les obligeant, entre griffes, à pouvoir adhérer à la mutuelle. Mais nous voulons les amener par nos actions, par nos sensibilisations, petit à petit, à comprendre l'enjeu de la chose et maintenant susciter en eux de manière volontaire l'adhésion donc à cette mutuelle. La mutuelle des commerçants et artisans du Togo, MUCAT, offre plusieurs services à ses adhérents. L'une des priorités de toutes les mutuelles d'ailleurs de la DOSI, c'est faciliter l'accès aux services de santé à nos populations de l'informel. Et sur ce point de vue, nous avons déjà commencé avec une des mutuelles, celle des émigrants, avec la possibilité pour chaque acteur qui œuvre donc dans le secteur informel, dans une mutuelle donnée, à avoir accès à l'assurance maladie. Et c'est ce que nous sommes en train déjà de faire. Et nous nous préparons donc aussi à mettre en place l'assurance pour les autres mutuelles. En cette fin de trimestre, peut-être que nous aurons déjà les prémices de cette assurance-là. Donc, elle va être l'occasion pour les gens de se soigner à 80% comme prise en charge et puis de pouvoir payer les 20% restants eux-mêmes. Au-delà, nous voulons aussi essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons être soit un tremplin pour les acteurs de l'informel, d'avoir des crédits à taux bonifiés et de pouvoir exercer ou renforcer leur activité. Mais aussi, nous voulons nous insérer dans la formation ou tout au moins insister sur le management de leur atelier, de leur boutique, etc., sur le cadre de travail et tout ce qui peut aider donc à renforcer les activités. Nous voulons aussi voir dans quelle mesure nous pouvons développer certains concepts dans ce sens, et soit dans des sensibilisations de masse, soit en créant des opportunités de formation restreintes, comme nous l'avons déjà fait l'année dernière à Tchéviers ici même. Le secteur informel rencontre plusieurs difficultés. Le problème le plus frappant concerne l'occupation spatiale ou le lieu d'implantation des ateliers. Lorsque vous faites un petit tour dans le secteur informel au niveau de l'artisanat, c'est le premier constat que vous faites. Vous vous rendez compte que vous avez des maisons qui sont contiguës, où dans chaque maison il y a une boutique ou bien il y a un atelier où on fait la même chose. En face, c'est la même chose. C'est-à-dire que dans un rayon d'1 kilomètre carré, vous pouvez voir de dizaines de boutiques ou d'ateliers qui font la même chose. Et nous pensons que ce n'est pas avantageux pour ces milieux-là. Cela aurait pu être avantageux si ces milieux-là étaient vraiment des milieux urbains, où vous sentez que dans la zone également, il y a de fortes occupations de population, avoir beaucoup de maisons, des gens qui habitent ces lieux-là, ou beaucoup de services, etc., où vous êtes sûr que chacun de vous va pouvoir trouver quelque chose à la fin de la journée. Pour Moïse Nyonfam, créer et mener à bien son entreprise ou son atelier nécessite au prime abord une étude de terrain de la part de l'entrepreneur. À cela s'ajoute l'identification de la cible pour arriver à satisfaire
sa clientèle. Vous êtes dans un milieu où vous-même, vous n'aimez pas trop, entre griffes, faire les coiffures modernes, les renouveler chaque 2 semaines ou chaque 1 semaine comme on le voit ailleurs. Mais il se fait que c'est ce métier qui abonde dans votre milieu. Du coup, est-ce que l'espoir, c'est de voir des gens quitter ailleurs pour venir se faire coiffer dans votre zone? Les artisans doivent prendre en compte, les syndicats et même notre centre d'artisanat que nous avons ici. Voilà, je crois que c'est des préoccupations qu'on doit prendre en charge. C'est-à-dire que tout en encourageant les gens à apprendre des métiers, on doit savoir qu'à un moment donné, ça va se saturer. Si ça se sature, est-ce qu'on ne peut pas, même si vous avez un papa, une maman qui arrive à vous construire un grand atelier dans votre maison, mais dans une ruelle qui est peut-être difficile d'accès ou isolée quelque part dans un petit milieu rural, mais vous pouvez préférer carrément aller venir dans la ville de Tchévié ou dans une autre ville, aller faire même une baraque de fortune avec des clés au bord d'une route qui est bien pratiquée, et bien vous ferez plus de bénéfices. C'est plus accessible à votre clientèle. Donc, à un moment donné, vous devez réfléchir et vous dire, attention, quand nous installons ceci ici, quelle est la clientèle que nous cherchons? Voilà. Et c'est après, d'ailleurs, que nous devons réfléchir pour voir comment est-ce qu'il faut faire la décoration, quels sont les meubles qu'il faut installer, quel est le personnel. Pour moi, je pense que la première chose à se demander, c'est la cible. Dans les affaires, et quel que soit le service que l'on propose, le prestataire de service doit bien entretenir son environnement, soigner son image personnelle et celle de son entreprise. La relation entre le prestataire et sa clientèle doit être bonne. Vous savez, dans l'informel, les gens n'entretiennent pas bien la clientèle. Ce qu'on appelle la gestion de la clientèle, ça n'existe pratiquement pas. Rares sont les personnes qui arrivent à le faire. Que ce soit dans le domaine de la restauration ou des autres prestations de services tels que la couture et la coiffure. Je vais prendre la couture. Vous allez chez votre couturière, vous lui dites que vous voulez faire cette tenue-là parce que vous avez un mariage dans 2 semaines. Elle vous dit non, il n'y a pas de souci. Vous lui laissez l'argent, vous donnez votre tissu et tout. 2 jours avant l'échéance, vous arrivez, la dame n'a même pas encore coupé. Et au lieu de vous amadouer, si vous ne savez même pas faire, elle va vous insulter, elle vous dit mais si tu veux, prends ton tissu et va-t'en. Elle ne se rend pas compte de tout le problème qu'elle t'a causé. Si nous étions dans un truc purement commercial, où c'est une commande que vous passez, etc., vous pouvez vous demander que des dommages vous soient versés. Alors qu'ici, qu'est-ce qu'on en fait? Ou bien la tenue est mal faite. La plupart du temps, nous reprenons cette tenue-là, peut-être pour donner à une autre pour voir si elle peut essayer de modifier, ou bien finalement, on ne la porte plus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces artisans-là apprennent à gérer la clientèle? L'accueil lorsque vous arrivez dans l'atelier, et puis lorsqu'il y a un problème, comment est-ce qu'il faut le gérer? Je crois que c'est l'une des préoccupations pour lesquelles nous allons nous consacrer cette année également, lors de nos formations que nous allons donner aux artisans, pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer ce côté-là également. Nous remercions Nyonfam Manine Moïse, le chef régional maritime de la délégation à l'organisation du secteur informel d'Ozi, pour ces informations. Radio Horizon à Thiévié sur 101.1. La bibliothèque allemande poursuit ses actions de vulgarisation des lectures dans les établissements scolaires de Thiévié. Aujourd'hui, ce sont les élèves du cours moyen 1 et 2 de l'EPL La Promesse qui ont bénéficié de la lecture d'un album. Selon Madame Ahama Christine, responsable de la bibliothèque allemande, c'est un bon moyen pour pousser les apprenants vers la lecture. Notre objectif, c'est d'inculquer la lecture aux enfants de l'EPL La Promesse pour inciter nos petits à s'intéresser à la lecture. Cet album va leur inciter à lire chaque fois parce que les albums contiennent des photos. En lisant et en regardant en même temps les photos, ça va leur inciter à lire chaque fois. Et je me suis intéressée au CM, c'est-à-dire CM1 et CM2. Parce qu'ils sont un peu majeurs pour comprendre ce que je veux leur donner. Donc à travers les albums, petit à petit, ils vont arriver au roman jeune et pourquoi pas au roman. Le roman adulte, ça va leur inciter à lire. Madame Ahama Christine, responsable de la bibliothèque allemande à Thiévié. Toku Komla Maounion, directeur de l'EPL La Promesse, salue l'initiative. C'est une belle initiative. Surtout que les élèves ont des problèmes dans la lecture aujourd'hui. Je crois que des initiatives comme cela ne peuvent que aider les enfants
s'ils sont intéressés par ce qui leur est présenté, je crois que ça peut vraiment les motiver à lire, puisque c'est dans les livres qu'on trouve les histoires. Donc je crois vraiment que ça peut les motiver. Je voudrais leur dire quand même que tout ce qu'on fait en classe, tout dépend de la lecture. Parce que les devoirs, que ce soit en mathématiques, que ce soit en histoire et géographie, en sciences, bon, si vous ne lisez pas, vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas traiter les sujets. Donc il faut lire. Et je crois que celui qui lit, dans sa classe, il a déjà vaincu cette classe à 50%. Et avec un peu d'effort, je crois qu'il peut réussir facilement. Tankou Komlan Marougnon, directeur de l'EPL, La Promesse. La voix du Zion. La suite du journal avec Blessing Bossonia. L'université privée UPM a organisé hier une rencontre avec les lycéens de Thiéviers. Cette rencontre, qui a eu lieu dans l'enceinte de l'ONG JVS, a pour but d'orienter les apprenants sur le choix de leur future filière. Professeur Bigoularé, président de l'UPM, pour les précisions. Notre conférence avait pour objectif de sensibiliser les jeunes élèves qui sont en classe de terminale et qui ambitionnent de poursuivre leurs études dans l'enseignement supérieur après leur bac 2 et pour leur montrer les différentes difficultés qui existent dans le secteur et aussi les possibilités, les opportunités comme les différentes matières, les différentes filières que met en place l'université privée de management. Professeur Bigoularé revient sur les enjeux de son exposé et les difficultés rencontrées en matière des études supérieures. L'université se porte pas trop mal. Comme tout le monde le sait, le début est toujours difficile, mais il faut persévérer. Si vous y croyez, il faut persévérer. L'université privée, c'est une entreprise comme toute autre. Il y a des risques et vous pouvez échouer comme réussir. Nous avons pris le pari de prendre le risque et nous nous engageons à travailler pour réussir. De plus en plus croissant de jeunes qui veulent accéder à l'enseignement supérieur et pour qui, paradoxalement, les infrastructures ne suivent pas. Et donc, nous nous trouvons en face d'un dilemme. La jeunesse qui veut évoluer, ce qui est une bonne chose, être mieux qualifiée, et de l'autre côté, les structures qui offrent les emplois décents s'amenuisent. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà les enjeux. Et nous avons pensé qu'il faut continuer par se former très bien et ne plus s'attendre à ce qu'on vous invite après votre formation de venir travailler dans une entreprise ou dans l'administration publique. Commencez dès à présent à penser à vous prendre en charge. Après être formé, vous vous prenez en charge en exploitant une unité. Pourquoi pas faire le maraîchage, même si vous êtes diplômé. Vous allez mieux faire que celui qui n'a pas été à l'école. Et cela peut vous rapporter de l'argent. Les participants nous livrent leurs impressions. C'était une exposé bien qui nous a aidé à pouvoir choisir nos filières après nos bacs et de pouvoir avoir une compétence pour pouvoir gérer notre demain. Je peux dire que c'était très intéressant pour nous. Les élèves, en fait, nous les bacheliers, en quelques temps seront bacheliers. Donc c'était très intéressant. Je leur dis merci pour cette initiative. Je prie à ce qu'ils continuent à l'intérieur du pays pour que tous les autres élèves puissent en bénéficier. Et ce qu'on a suivi, c'est trop bon. Que moi j'aimerais que à la fin de cette année, nous aurons notre bac et puis on fréquente cette université. Vraiment, ce qu'on nous a dit aujourd'hui, ça nous a aidé parce qu'en tant qu'un élève en classe de terminale, après le bac, on ne sait pas quel choix faire. Donc, nous ont guidé ce choix de faire le bon choix, de choisir quelque chose qu'on peut bien arriver, ce qu'on arrive à faire. Et c'est la mathématique, le prendre sa filière, si c'est le français ou bien la langue, de prendre aussi sa filière. Donc, ils nous ont enseigné beaucoup de choses ce soir. Ils nous ont guidés ce soir, vraiment. Nous les remercions. Chipotou Kossi Ameyi, directeur du lycée Sephorip, salue l'initiative. Nous avons réuni les élèves des lycées de la ville, notamment ceux qui sont en terminale. Et l'objectif était de leur permettre d'avoir une vision claire sur leur plan de carrière. On le fait souvent, c'est souvent après le bac qu'on les réunissait, mais on a pensé qu'il faut plutôt le faire en amont, avant le bac, pour que durant toute l'année,
ils pensent à ce qu'ils veulent devenir, ça pouvait les motiver encore davantage dans leur plan de carrière. Je suis content parce que il y a près de 400 élèves des classes de terminale du lycée de la ville de Tchivi qui sont présents venant de tout l'établissement. Et nous remercions aussi le professeur Bigoulari, enseignant de la FACE, président de l'UPM, qui est venu pour nous édifier sur les questions de l'heure, surtout les contraintes et les opportunités en matière de l'enseignement supérieur au Togo aujourd'hui. Et je suis très satisfait du déroulement de la conférence. Rappelons que cette conférence de l'université UPM est organisée en collaboration avec le lycée Sephorip de Tchévier. La voix du Zion. Pour réussir dans la vie, les relations comptent beaucoup. Chaque domaine définit la relation qui doit exister entre les différents acteurs. Dans les services, on constate souvent qu'employeurs et employés ont de la peine à s'entendre. Qu'est-ce qui peut être à la base de ces relations tendues? Todom Kenao, directeur régional maritime du travail. Dans une relation contractuelle, chacun a des intérêts et donc chacun cherche la satisfaction de ses intérêts. L'employeur, lorsqu'il investit, il veut récupérer le maximum. Et le travailleur, il veut au moins un revenu et des conditions de travail améliorées. Ce qui fait qu'on ne se comprend pas, c'est l'information. Parfois, l'employeur pense que l'entreprise ne marche pas, alors que le travailleur pense que par rapport à ce qu'il fait, tout va bien et donc il devrait bénéficier d'une augmentation de salaire. Tout est problème de communication. Lorsque la communication passe, ça peut résoudre beaucoup de problèmes. Quelle doit être la relation entre un employé et son employeur? La relation entre un employeur et un employé devait être une relation de collaboration. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de collaborateur. Ce n'est plus mon employé, mais c'est plutôt mon collaborateur. Donc, les relations de travail, disons, c'est le domaine privilégié de la coopération, de la collaboration dans l'entreprise. C'est pour ça que ce sont des relations qui devraient être caractérisées par un dialogue social permanent. Et nous entendons par dialogue social le processus d'échange d'informations et de communication par lequel les acteurs, donc employeurs, employés, s'entendent pour mieux gérer leurs intérêts. Parce qu'il faut assurer l'intérêt de l'entreprise. Donc, pour ce faire, pour qu'il y ait une bonne collaboration entre employeurs et employés, nous pouvons faire appel à une notion que je peux qualifier de fédératrice. C'est l'idée de respect. Le respect appelle donc à une certaine moralité dans les relations de travail. Dans l'entreprise, le respect, c'est la prise en considération minimale des intérêts de l'autre. Vous voyez, quand on est employeur, on doit tenir compte des intérêts du travailleur et de même, le travailleur doit tenir compte des intérêts de l'employeur. Parce que entre les deux, il y a une structure qu'il faut pérenniser. C'est l'entreprise. Parce que si l'entreprise disparaît, si vous querellez l'entreprise disparaît, c'est fini. Il n'y a plus d'emploi et il n'y a plus de bénéfices pour l'employeur. Donc on dit sans entreprise, pas d'emploi. Et sans salarié, il est difficile aussi de concevoir une entreprise. Les deux parties doivent travailler en symbiose, dans la collaboration pour assurer une meilleure qualité de vie pour les travailleurs et aussi les travailleurs de leur côté, une meilleure productivité pour l'entreprise. Et comme ça, les intérêts des deux parties sont préservés. Pour maintenir cette relation, les différentes parties se doivent mutuellement du respect. Donc pour ce faire, c'est très simple, il faut que chacun respecte ses obligations. Chaque partie doit respecter ses obligations. Et les obligations en matière de contrat de travail, pour le travailleur, doit exécuter le travail pour lequel il a été embauché. Il doit respecter son employeur. Il doit entretenir le matériel mis à sa disposition. Il doit avoir une conscience professionnelle, les pertes de temps, la négligence, tout ça là. Et puis, il doit être loyal, donc garder confidentiel toutes les informations qu'il aura dans l'exécution de son activité. Pour l'employeur, il faut qu'il fournisse le travail et qu'il paye les salaires en respectant les minima conventionnels, qu'il assure le travailleur à la Caisse nationale de sécurité sociale et qu'il traite son travailleur avec dignité. Parce qu'avant d'être un travailleur, l'employé, il est une personne dotée de dignité et donc qui doit être respecté. Et il faut qu'il assure aussi des services de sécurité santé au travail. Le travailleur, il doit travailler dans la sécurité. Et il faut aussi assurer la participation des travailleurs de façon démocratique à travers les institutions comme les délégués du personnel et le comité de sécurité santé au travail. Quelles peuvent être alors les conséquences d'une relation tendue? Quand les relations tendues durent, ça aura des conséquences. D'abord sur les parties, souvent ça amène quoi? À une séparation entre l'employeur et le travailleur. Soit le travailleur, il en a marre, il démissionne, il quitte l'entreprise, il démissionne.
soit l'employeur est fatigué de son travailleur et qu'est-ce qu'il fait? Il le licencie. Donc c'est d'abord ça. Maintenant, si ça continue, ils sont ensemble et ça continue, ou bien on se sépare d'un travailleur, mais lorsque vous ne respectez pas vos obligations, ce n'est pas fondamentalement envers un travailleur, mais quand c'est général, là ça détruit le climat social, le climat de travail qui devient délétère, et vous voyez les grèves, la non-motivation. Les travailleurs ne sont pas motivés. Quand on n'est pas motivé, on ne se donne pas. L'absentéisme devient chronique parce que lorsqu'on se réveille le matin, aller au travail, c'est une merde. À la longue, c'est l'entreprise qui peut disparaître. Nous disons merci à Todom Kenao, inspecteur de travail, directeur régional maritime du travail. D'une relation à une autre, parlons à présent du rapport entre parents et enfants avec Pierre Nomagnon, conseiller d'orientation à la retraite. Il est du devoir des parents de tout faire pour entretenir des relations saines et apaisées entre le papa et la maman. Des relations basées sur la communication en famille. Je dis bien la communication en famille. Lorsque les choses ne vont pas bien, cela ne coûte rien de s'asseoir et de discuter dans l'apaisement et de tout faire pour s'entendre. Étant donné que nos enfants ont tendance à copier ce que font les parents, étant donné que nous sommes les exemples vivants, les modèles vivants pour nos enfants. Du moment où nous nous asseyons pour discuter calmement, nos enfants seront appelés aussi, lorsqu'il y a un problème, à s'asseoir pour discuter. Comment peut-on apaiser ces relations? Le pire, c'est de vouloir régler les problèmes par la violence, par des éclats de voix, par des cris. C'est le papa qui croit que c'est lui qui a tous les droits et que la femme n'a aucun droit, ou bien l'inverse, la femme qui croit que, étant donné qu'elle a les moyens, elle a tous les droits et elle peut crier sur le mari. Il faut que les deux se fassent devoir. Il est de leur devoir de s'entendre dans un climat d'apaisement. Et lorsqu'il y a apaisement entre les parents, forcément il y aura apaisement entre les parents et les enfants, apaisement entre les enfants eux-mêmes. Et cet apaisement ne peut venir que dans un climat de confiance qui lui aussi naît dans les communications en famille. Le remède que moi je connais, le seul remède qui peut amener l'apaisement en famille, c'est la communication. Lorsqu'on cesse de communiquer, on casse tout apaisement. Mais lorsqu'on veut un climat apaisé, le remède le plus approprié, c'est de communiquer. C'est de dire entre époux et épouse ce sur quoi on est d'accord et ce sur quoi on n'est pas d'accord et comment on peut arriver à trouver un consensus, un terrain d'apaisement. Que peut-on craindre de ces relations entre parents et enfants? Il n'y a rien de plus mauvais que les relations tendues. Ça fait que tout le climat est tendu. Les enfants qui vont à l'école dans un climat de tension, les parents qui vaquent à leurs occupations dans un climat de tension, la vie devient invivable. La vie devient impossible dans un tel climat. Je crois que les conséquences sont grandes à la fois sur la santé mentale, la santé physique, la santé physiologique des parents que sur la santé des enfants. Et le pire, c'est que les parents laissent aux enfants de mauvais modèles, de mauvais exemples à suivre. Lorsqu'ils seront grands et qu'ils auront aussi leur famille, ils seront tentés de vivre dans un tel climat de tension perpétuelle qui ne peut rien apporter de bon dans la famille. Nous remercions Pierre Nomagnon, conseiller d'orientation à la retraite. Fin de cette édition. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Présentation Edem Abitosu et Blessine Possonia. Réalisation Moutala Yolo. Le rappel des titres. Dans ce journal, nous vous avons parlé de la délégation à l'organisation du secteur informel d'OSI. Nous avons également parlé des actions de vulgarisation de la lecture par la bibliothèque allemande et de la conférence organisée par l'université privée UPM à l'endroit des lycéens de Tchéviers. Nous vous quittons avec cette pensée de Will Smith. Vous avez un rêve, vous devez le protéger. Vous voulez quelque chose, allez le chercher, un point, c'est tout.